Des milliardaires assassinés, c'est rare. Très rare. Pascal Dauriac est le chef de la logistique, il est aussi le véritable organisateur de ce crime. Le véritable mobile de M. Janowski pourrait être, selon nous, la volonté de mettre la main sur l'héritage de Mme Sylvia Pastor. Il n'y a aucun mobile. Pourquoi aller tuer sa belle-mère? Ça fait 28 ans qu'il habite avec elle. Aujourd'hui, nous allons sonder une des tragédies les plus atypiques de l'histoire du crime. L'assassinat d'Hélène Pastor, une des femmes les plus riches du monde. Le 6 mai 2014, à Nice, elle est victime d'une embuscade en plein jour. 2 tueurs à gages lui tirent dessus à bout portant, tuant au passage son chauffeur. À Monaco, la famille Pastor est considérée comme la 2e famille princière et pour cause. Ils détiennent un tiers des logements du Rocher, la ville la plus chère du monde. À la tête de cet empire de béton régnait Hélène Pastor, 77 ans, la discrétion faite femme. Elle vivait tranquillement de ses rentes au-dessus de tout soupçon. L'enquête confirme très vite que l'affaire est exceptionnelle. Le premier suspect est son propre gendre depuis 30 ans, Wojciech Janowski. Pour ne pas se salir les mains, il serait allé chercher les tueurs dans un monde radicalement opposé. Des voyous défavorisés prêts à faire couler le sang pour quelques milliers d'euros. C'est ghetto de riches contre ghetto de pauvres. Monaco contre les cités nord de Marseille. Mais qui pouvait en vouloir à cette femme discrète et sans histoire? Hélène Pastor elle-même ne le savait pas, comme elle l'a confié aux enquêteurs avant de rendre son dernier souffle. À qui profite le crime? Et si l'assassin avait été sous ses yeux? Et surtout, quel est le mobile? Mai 2014 sur la Côte d'Azur. C'est la saison du Festival de Cannes et Monaco est à l'honneur. Un des films les plus attendus est le biopic sur Grace Kelly. Le Rocher fait toujours rêver. Mais cette enclave mythique s'apprête à recevoir un ouragan de plein fouet. Depuis le début de l'année, Hélène Pastor, 77 ans, la femme la plus puissante du Rocher, se rend presque tous les jours à Nice. C'est là, à l'hôpital de l'Archet, que son fils de 47 ans, Gildo, est hospitalisé suite à un double AVC. Le 6 mai, la mère fusionnelle ne fait pas exception. Comme à chaque fois, c'est Mohamed Darwish, son fidèle majordome depuis 12 ans, qui l'accompagne. C'était son ombre. Si bien qu'il n'était pas qu'un homme à tout faire, mais aussi, au fil du temps, le confident, l'oreille de sa patronne. Et beaucoup disent que c'était l'un des rares qui pouvait lui parler en toutes circonstances et qui avait vraiment son oreille et son attention. Il est environ 16h30 lorsqu'Hélène Pastor pénètre dans l'hôpital de l'Archet à Nice, tandis que son chauffeur l'attend sur le parking. Dans sa veste galonnée, il se dégourdit les jambes près du monospace Lancia Voyageur. 2h30 plus tard, à 19h, la septuagénaire embrasse son fils et rejoint sa voiture. Mohamed Darwish lui ouvre la porte. À l'arrière, une chienne berger des Pyrénées accompagne sa maîtresse. À 19h10, le monospace franchit le portail puis s'engage vers la promenade des Anglais. Sur le trottoir d'en face, un homme aux aguets fait signe à un complice. Il porte un sac de sport d'où il sort un fusil de chasse. Il bondit vers la voiture, du côté passager, où se trouve Hélène Pastor. Cet homme-là s'est approché du véhicule d'Hélène Pastor conduit par Mohamed Darwish et a tiré à 2 reprises successives dans l'habitacle, les blessant très grièvement avant que le tandem ne prenne la fuite. Les 2 hommes n'ont même pas pris le temps d'emmener le sac de la milliardaire qui se trouvait à ses côtés. Ça s'est passé devant des dizaines de témoins. Et ce qui a paru totalement extravagant, que les tueurs aient une telle audace,
il devait avoir un sentiment d'impunité. C'est pour ça qu'on a pensé à Mafia Russe. On s'est dit, ces gars-là, ils sont partis tout de suite, ils sont partis dans un hélicoptère, ils vont repartir en Biélorussie ou ailleurs et on ne les retrouvera jamais, quoi. C'est un peu l'idée qu'on avait. Hélène Pastor est atteinte au visage et au cou. Son chauffeur au thorax et à l'abdomen. Grièvement blessés, les deux victimes sont transférées de toute urgence à l'hôpital Saint-Roch. C'est un miracle qu'ils aient survécu quelques jours. Voilà, ça c'est un véritable miracle. Parce que moi j'ai eu déjà des images de règlement de compte au fusil de chasse, notamment en Corse. Et je peux vous dire que les victimes n'ont pas survécu. On comprend très vite que c'est un fait exceptionnel, d'une part parce que c'est une fusillade, 2 victimes, on parle d'un hôpital. Et en plus, une femme parmi les victimes, c'est encore plus insolite. Et alors, a fortiori, quand on découvre qu'il s'agit de quelqu'un issu d'une très riche famille monégasque, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de particulièrement insolite et spectaculaire dans ce fait divers. À Monaco, c'est l'effarement. Dans cette principauté feutrée et hyper sécurisée, la violence ultime vient de faire son irruption. Certes, le sang n'a pas coulé sur le rocher puisque le meurtre a eu lieu à Nice. Donc, il n'entache pas la réputation du village de milliardaires. Marc Lamolla est un ancien policier de la BAC, la brigade anticriminalité de Marseille. Je pense qu'il n'aurait pas pu commettre un tel crime à Monaco, parce que Monaco, c'est surfliqué. Il y a des caméras, certains se plaignent de la présence des caméras en France, et alors à Monaco, je vous laisse imaginer. Non, c'est pas quelque chose qui aurait pu se commettre à Monaco, non. Ou alors le commettre, oui, mais pas sortir du petit pays facilement, et même, ils auraient été interpellés très très vite. Les faits se produisent à Nice, mais eu égard à l'importance de l'affaire, l'enquête est confiée à la GIRS de Marseille. La juridiction interrégionale spécialisée est experte dans la criminalité organisée. C'est donc l'élite des enquêteurs qui s'attaque à ce double assassinat. Qui était visé par le guet-apens? Mohamed Darwish ou Hélène Pastor? Ou les deux? L'hypothèse Mohamed Darwish n'est pas exclue et on peut penser aussi au départ que Hélène Pastor serait victime collatérale d'un assassinat qui vise Mohamed Darwish. C'est pas exclu au départ. Le majordome partageait-il des secrets inavouables ou était-il juste un témoin embarrassant? C'était, d'après ce que j'ai compris, l'un des rares qui pouvait lui tenir tête, peut-être pas, mais en tout cas être dans un rapport presque d'égalité avec elle, si j'ose dire. Ils avaient chacun leur caractère et finalement ils fonctionnaient presque comme peut-être pas comme un vieux couple, mais en tout cas comme 2 vieux compères. Mais les tout premiers éléments établissent très vite qu'Hélène Pastor était la cible numéro 1. D'après les témoins et les images de vidéosurveillance, le chauffeur est resté plusieurs heures à attendre sur le parking. Les tueurs embusqués guettaient bien la milliardaire monégasque. 4 jours après la fusillade, Mohamed Darwish succombe à ses blessures. Hélène Pastor est toujours entre la vie et la mort quand le 17 mai, contre toute attente, elle revient à elle. Les enquêteurs peuvent même lui poser une question. Qui pouvait vous en vouloir au point de vous abattre? Mais la septuagénaire l'ignore. Elle ne se connaît pas d'ennemis sanguinaires. 4 jours plus tard, le 21 mai, elle rend son dernier souffle. Personne n'aurait jamais pu imaginer que la première représentante de la dynastie Pastor trouverait la mort dans de telles conditions. Les Pastor, c'est certain que c'est un nom qui parle à tout le monde tout de suite. On sait que ça représente une fortune monstrueuse et tout de suite, évidemment, on pense que ça peut viser ça. Mais on n'est pas enquêteur et on n'est pas au bout de nos surprises. Hélène Pastor sera enterrée ici le 28 mai. Ses obsèques sont célébrées dans la plus grande discrétion, en présence du prince Albert, bien sûr, de la famille proche et de quelques anciens employés. On ignore toujours à ce moment-là qui a voulu attenter au jour de la richissime septuagénaire. Pour l'heure, aucun scénario n'est écarté et la principauté s'apprête même à faire face au pire. Il y a une rumeur de vendetta de la mafia contre les Pastor. Car s'attaquer aux Pastor, ce serait s'attaquer à Monaco. Avec la bénédiction des Grimaldi, cette dynastie des Pastor règne depuis 4 générations sur un empire immobilier colossal, à tel point
qu'il n'est pas exagéré de dire que Monte-Carlo, c'est un peu Pastorville. En tuant la première représentante du clan, la mafia aurait-elle voulu lancer un avertissement à la principauté? Hélène Pastor était aussi puissante que discrète. Mais qui est vraiment cette mystérieuse héritière prise pour cible? Hélène Pastor passe pour être la première fortune de Monaco. À 77 ans, elle est à la tête d'un empire de béton, fondé par son grand-père, Jean-Baptiste Pastor. Ce petit maçon, originaire de Ligurie en Italie, une région voisine de Monte-Carlo, immigre à la fin du 19e siècle. Il jette les fondations du futur empire Pastor, cette famille qui détient aujourd'hui 30% du parc immobilier du Rocher, soit davantage que l'État monégasque lui-même. C'est le fils de Jean-Baptiste, Gildo Pastor, le père d'Hélène, qui donne son envol à l'entreprise familiale. En 1966, le prince Régnier lui confie un projet colossal, l'extension de Monaco sur la mer dans le quartier du Larvotto. Seuls 2 journalistes de Monaco s'expriment devant les médias. Pierre Abramovici est l'un d'eux. Et là, les Pastor ont fait un truc absolument génial. C'est vraiment le coup de génie de la famille Pastor. Grâce à l'appui du prince, puis du prince Régnier surtout, donc qui est le petit-fils du prince Louis de la Seconde Guerre, ils commencent à construire le Monaco moderne. Et au lieu de le vendre, ils le louent. Ce qui veut dire qu'ils commencent à accumuler des millions de mètres carrés. Et ces millions de mètres carrés sont toujours entre leurs mains. Ils leur appartiennent toujours. Non seulement les Pastor détiennent des millions de mètres carrés, mais en outre, il s'agit des mètres carrés les plus chers du monde. À Monaco, impossible d'acheter un studio à moins d'1 million d'euros. C'est donc dans cette richissime famille du Rocher qu'est née et qu'a vécu Hélène Pastor. Avec une rupture notable tout de même. À l'âge de 18 ans, lors d'une réception organisée par Aristote Onassis, elle s'éprend d'un serveur polonais. Caroline Mangès est en charge des relations avec la principauté pour Paris Match. Tomber amoureuse, en plus, qui plus est, mésalliance d'un serveur lors d'un cocktail chez Onassis, c'était le pire qu'elle pouvait faire à l'époque à sa famille. Elle s'est sauvée, on a cru qu'Hélène avait fugué à ce moment-là. Elle s'est réfugiée en fait dans un appartement à Monaco ou à côté de Monaco, peut-être à Beau-Soleil, en tout cas dans la région, où elle a vécu recluse avec ce type. Elle a fait un enfant. Et puis, une fois que l'enfant est né, elle est réapparue, mais le type a eu des ennuis, on ne l'a jamais revu, il a disparu complètement de la circulation. Après quelques années, Hélène Pastor rentre dans le rang. La suite de son histoire sentimentale est plus conformiste. Elle épouse un notable monégasque avec qui elle aura son second enfant, Gildo Pastor Junior. À la mort de son père en 1991, Hélène Pastor se partage un faramineux héritage avec ses 2 frères, Victor et Michel. Ce dernier est l'ancien président de l'AS Monaco et le beau-père de David Hallyday. Les 2 frères sont des entrepreneurs, l'un en bâtiment et l'autre en affaires, disons. Ce sont 2 membres de la famille qui font fructifier leur argent en faisant des choses. Hélène Pastor, de son côté, hérite. Elle hérite d'un tiers de la part familiale. Hélène Pastor ne fait rien d'autre que gérer des appartements. Les 2 frères d'Hélène étant depuis décédés, elle est la première héritière de la dynastie Pastor. La richissime septuagénaire semble vivre selon l'adage « Pour vivre heureux, vivons cachés ». De quoi susciter de nombreux fantasmes. Chaque fois qu'elle descendait à Monaco faire ses courses dans les boutiques de luxe, etc., je crois qu'un témoin disait que tout le monde sortait, les vendeuses sortaient les Kleenex, tellement elle pouvait se montrer désagréable. Tout le monde était à ses pieds. Je pense que c'est quelqu'un qui pouvait être dans une logorrhée verbale terrible, c'est-à-dire qu'elle passait du temps d'ailleurs dans les cafés et les bistrots de Monaco, c'est ce qui se raconte. Elle alpaguait des gens, elle leur racontait un peu sa vie, elle passait un peu pour quelqu'un d'un peu fou, même d'un peu fantasque. Frédéric Laurent est le 2e journaliste de Monaco qui a accepté de s'exprimer devant nos caméras. Quand je lis dans la presse, j'apprends cette histoire-là, je suis très étonné. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, en plus la plus discrète qui est assassinée, enfin, je veux dire, tout ça n'a pas de sens. Quand on pèse 20 milliards, on n'a pas besoin de traficoter, je veux dire. Ouais. Pourquoi alors a-t-on attenté au jour de la femme la plus riche de Monaco? Les hypothèses se bousculent, d'autant qu'à 77 ans, Hélène était au soir de sa vie. Les Pastor sont milliardaires. Des milliardaires assassinés, c'est rare. Très rare. Très très rare. Pourquoi elle? Parce qu'elle est la seule pratiquement à n'avoir aucune protection. Donc on se dit, c'est le maillon faible. Deuxième hypothèse, tout le monde y a pensé, les Pastor étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire la 2e famille du pays,
en fait, c'est une menace contre le pays. D'une façon, en quelque sorte, on ne peut pas attaquer le prince, donc en gros, de dire, voilà, Monaco, attention. Mais pourquoi? Donc tout le monde a pensé, évidemment, à la mafia russe, puisque la Russie est très présente à Monaco, parce qu'à ce moment-là, la principauté était en train de saisir quelques comptes dans le cadre de ce représailles contre l'attitude soviétique, enfin russe, sur l'Ukraine. Donc, allez, c'est peut-être la mafia russe. La mafia. Le mot est lâché dès les premières heures. Des milliards d'un côté, Monaco de l'autre, il ne pouvait en être autrement. La mafia à Monaco, elle a été omniprésente pendant des années, elle est toujours là. Les mafieux n'hésitent pas à se donner rendez-vous pour aller boire un verre à la terrasse d'un café sur le port de Monaco. On a même vu, il y a quelques années, un clan napolitain qui avait célébré un anniversaire dans un des plus grands hôtels de Monaco et qui avait réservé toutes les chambres. Voilà, ces gens-là ont l'habitude de venir ici, et on ne se cache pas. L'ombre de la mafia plane sur Monte-Carlo, qui guette toute nouvelle de l'enquête. Avec l'assassinat d'Hélène Pastor, l'incroyable success story des Pastor a viré au cauchemar. C'est tout le Rocher qui est ébranlé. L'ambiance dans le Rocher devenait quand même assez exécrable. C'est presque une affaire diplomatique. Monaco, c'est quand même un endroit un peu sacré. Donc si on se met à tuer comme un chien l'une des héritières de la plus grosse famille du Rocher, c'est qu'il y a quelque chose qui est très inquiétant. Et donc il faut absolument rassurer en résolvant cette enquête. L'enquête sur ce double assassinat est confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille, véritable experte en criminalité organisée. Une enquête qui va être menée tambour battant. La priorité, c'est bien sûr identifier les deux complices présents sur le terrain, le guetteur et le tireur. Pour remonter la piste des tueurs, les enquêteurs disposent d'un premier élément déterminant. Ce sont les images de cette caméra de vidéosurveillance, celle de l'hôpital, et les images sont tout à fait exploitables. Car les auteurs ont agi à visage découvert, en plein jour, une drôle d'idée. De fil en aiguille, la police va remonter leurs traces. Ils vont découvrir que leur organisation est rocambolesque, et ça va les laisser pantois. À 19h10, le 6 mai 2014, un commando fait feu sur Hélène Pastor et son majordome, Mohamed Darwish. L'attaque est sanglante, et les auteurs ont le temps de s'enfuir avant l'arrivée de la police. Mais l'enquête démarre sur des chapeaux de roue. C'est l'opération Janus. Le mode opératoire des tueurs est rapidement mis en évidence. Première surprise, tout chez eux fleure l'amateurisme, à commencer par le choix de l'arme. Jérôme Pira est un journaliste spécialisé dans le grand banditisme. Un fusil à canon scié, c'est déjà pas une arme très précise. C'est-à-dire que c'est en gros, vous prenez un fusil de chasse ou un fusil à pompe, donc déjà une arme qui est assez courante, qu'on va trouver dans beaucoup de foyers, ou en tout cas qui peut s'échanger sous le manteau pour pas très cher et qui ne demande pas à connaître des circuits très particuliers de trafic d'armes. Et puis, pour que ça ait plus d'efficacité, en gros, on coupe le canon pour que le champ de tir soit plus large. C'est déjà pas des armes de précision. Enfin, je veux dire, c'est l'anti-fusil à lunettes du sniper qui, lui, peut tirer dessus à 100 mètres ou 150 mètres. Là, ça veut dire que, de toute façon, de fait, il va falloir vous approcher pour tirer quasiment à bout portant, au bout touchant, pour tuer votre victime. Mais malgré ces tirs à bout portant, les agresseurs ne parviennent pas à abattre leur cible. Ils sont nuls de ne pas avoir tué leur victime du premier coup. Ouais. Et d'autant plus, les mafieux, on y refait référence, eux vont tuer la victime, mais vont s'assurer qu'elle est bien décédée, en confirmant peut-être leur tir une fois de plus, mais ils vont réellement s'assurer que la victime est morte. Là, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Grâce à la vidéosurveillance et à la téléphonie, la police va retracer l'itinéraire des deux complices. Le 6 mai, le jour du crime, les deux hommes se retrouvent à 12h47, gare Saint-Charles à Marseille. Dans le train de 13h, à destination de Nice. Ils sont ensuite filmés sur le quai de la gare Thiers. À 15h39, le duo est aperçu dans le tunnel du terminal. L'un d'eux porte un sac de sport contenant l'arme du crime. Ils se rendent ensuite séparément dans un hôtel niçois, l'Azur Riviera,
où ils prennent une chambre sous le nom de Chauvin. Au réceptionniste, les deux hommes disent vouloir louer ou acheter un scooter et lui demandent l'adresse d'un magasin dans lequel ils ne se rendent finalement pas. Ils arpentent l'avenue Jean Médecin puis choisissent un moyen de transport pour rejoindre l'hôpital, pour le moins surprenant. Et ce qui intrigue tout le monde au départ, c'est qu'on est confronté à on a l'impression d'avoir affaire à des bras cassés. Alors c'est peut-être des bras cassés, mais qui ont quand même réussi leur forfait puisqu'ils ont tué 2 personnes au final. Donc ils ont exécuté leur contrat. Mais ils commettent des erreurs au départ qui vont évidemment bénéficier à plein aux enquêteurs. Notamment le fait qu'ils viennent tous les deux en taxi à l'hôpital. Les 2 agresseurs arrivent sur la future scène de crime 20 minutes avant les faits. L'un d'entre eux n'a même pas pris la peine de dissimuler son visage. L'autre porte une casquette sur laquelle est inscrit le nom de Monaco, soit le lieu d'origine des victimes qu'il s'apprête à tuer. Il va jusqu'au symbole qui est à la fois la provocation et du ridicule de mettre la casquette Monaco. Alors peut-être dans sa tête, c'était pour brouiller les pistes, pour faire croire que les tueurs venaient de Monaco. C'est encore un détail qui porte à sourire. Et je vous dis, moi, en tant que scénariste, vous me le dites, je n'aurais pas inventé de telles choses. L'un fait le guet. C'est lui qui donnera au tueur le signal pour ouvrir le feu. La façon dont ils prennent ensuite la fuite est encore plus déconcertante. À pied et sans avoir pris la peine de ranger leurs armes. Puis, les 2 hommes rejoignent leur hôtel, en bus. Ils se changent mais ne passent pas la nuit sur place. Le soir même, ils reprennent un taxi à 21h50 et tentent de négocier le prix pour aller jusqu'à Toulon, puis pour aller à Fréjus, par le bord de mer. L'organisation ne semble décidément pas leur point fort. Finalement, ils offrent 500 € en espèces à un chauffeur pour se faire déposer à Marseille. Durant le trajet, l'un d'entre eux est assis à l'avant et passe son temps à changer les puces de son téléphone portable. Mais ils ne réussissent pas pour autant à duper les enquêteurs qui connaissent bien cette technique dite du TOC, très prisée des dealers. Une fois arrivé à Marseille, l'un des 2 hommes y reste, l'autre part se cacher en Bretagne. Parmi les éléments qu'ont laissé les deux malfrats en route, il y a un élément fondamental, c'est l'ADN retrouvé sur un gel douche dans la chambre d'hôtel où ils ont séjourné brièvement à Nice et fort opportunément, la femme de ménage avait mis ce gel douche de côté, donc ça va permettre à la police de retrouver un ADN et un ADN qui leur parle puisqu'il s'agit d'un homme connu de la justice. Connu pour petit trafic de stupéfiants, Samid Saïd Ahmed est un Comorien de 24 ans, issu des cités nord de Marseille. Son complice est identifié grâce à la téléphonie. Aller Hamadi est aussi un jeune Comorien, déjà connu des services de police pour vol avec violence. Les premiers suspects de l'affaire Pastor sont donc des petits voyous dont le profil cadre mal avec un crime d'une telle envergure et d'une telle audace. Il fut un temps où encore dans les années 80, il existait ce qu'on appelait la mafia. Enfin, ces groupes de voyous structurés, hiérarchisés, avec certaines règles, où là, il y avait évidemment des tueurs à gages qui étaient des professionnels de la gâchette. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, et ça s'est transformé, en l'occurrence dans cette affaire-là, par des jeunes de cité, prêts à tout et évidemment pas compétents. Mais comment ces 2 jeunes Marseillais se sont-ils retrouvés dans cette affaire? Ils n'avaient évidemment aucun intérêt personnel au meurtre d'Hélène Pastor ou de son chauffeur. Les enquêteurs sont d'ores et déjà certains qu'il s'agit d'un contrat exécuté par des tueurs-gages novices. Placés sous étroite surveillance, les 2 hommes vont permettre aux enquêteurs de remonter jusqu'au commanditaire. Ce qu'ils vont découvrir va faire trembler le rocher. 6 semaines après les faits, les enquêteurs pensent avoir identifié la chaîne criminelle. L'opération Janus, de son nom de code, est vraiment exceptionnelle et secrète. Elle est coordonnée par la juridiction interrégionale de Marseille, avec son antenne niçoise, diverses brigades d'intervention et même le RAID, et pour faire bonne mesure, le GIPN. Il y a foule. Il est là, il est là! Le lundi 23 juin 2014, donc, la police opère un coup de filet magistralement organisé. 23 personnes sont arrêtées à Nice, Marseille, Rennes et Monaco. Toutes suspectées d'avoir participé de près ou de loin à la fusillade meurtrière. Mais ce coup de filet se double d'un coup de théâtre. L'identité de 2 des suspects suscite la consternation.
Ce jour-là, imaginez que la propre fille d'Hélène Pastor, Sylvia, et son compagnon depuis 28 ans, M. Janowski, consul honoraire de Pologne, figurent parmi les principaux suspects. Comment ces milliardaires à la vie rangée ont-ils pu se retrouver mêlés à des voyous des cités de Marseille? La fille aurait-elle tué sa mère? Que sait-on de ce couple? C'est la première, la deuxième. En l'espace d'un mois seulement, la police judiciaire de Marseille a identifié tous les acteurs de la tragédie Pastor. Un véritable exploit. Le lundi 23 juin donc, une vingtaine de personnes sont arrêtées au petit matin. Les gardes à vue commencent à 14 h. Les enquêteurs ont 96 heures, soit jusqu'au vendredi, pour interroger tous les suspects. Très vite, on sait que non seulement il y a la fille d'Hélène Pastor qui est placée en garde à vue, mais aussi le gendre. Donc on passe d'une éventuelle perspective de ce que j'appelais tout à l'heure l'assassinat mafieux à un crime d'ordre familial. Donc on est encore dans quelque chose qui passionne les foules. La propre fille de la victime a-t-elle des raisons d'en vouloir à sa mère? Il est clair que Sylvia a souffert de l'emprise de sa mère et qu'elle a reproduit des schémas de sa mère, donc il y avait quelque chose de psychologique. Elle était dépendante financièrement de sa mère, mais comme son frère Gildo, et elle disait à ses enfants, je vais vous donner votre chouquette du mois, et c'était 500 000 €. Donc elles étaient à la fois dans un rapport de mère-fille un peu classique. Finalement, il y a beaucoup de familles où ça se passe comme ça, où on s'appelle 15 fois par jour, et par moment, on en a marre, on voudrait couper le cordon. Et voilà, Sylvia est restée très tard dans cette situation-là, à mon avis. Sylvia Pastor, 54 ans, est la fille aînée d'Hélène. C'est la demi-sœur de Gildo, 47 ans, le fils, auquel la septuagénaire rendait visite quand elle s'est fait abattre. Elle n'est pas du tout médiatique, contrairement à son demi-frère, homme d'affaires insatiable, pilote automobile et créateur de Venturi Automobile, une écurie F1 pour voitures électriques. Alors que Gildo est un entrepreneur tous azimuts, Sylvia, elle, s'est toujours contentée de rester dans l'ombre de sa mère. Sylvia Pastor, au fond, fait la même chose que sa mère chez sa mère, c'est-à-dire gérer des appartements. Ces gens n'ont, dans cette branche de la famille, quasiment aucune activité autre que d'être assis sur un tas d'or et, en quelque sorte, de le gérer petitement. Sylvia, c'est une personne qui est considérée comme assez effacée, très différente d'Hélène. Elle est un peu écrasée par le poids de sa mère, je dirais. Elle fait partie de la bonne société monégasque. Elle va à Garden, dans son association. Elle participe aux soirées caritatives. Voilà, c'est une bonne monégasque, discrète et conforme à l'idée qu'on se fait du monégasque, de la bonne bourgeoisie. Les relations entre les deux femmes sont décrites comme complexes, ce qui se comprend aisément quand on connaît leur parcours affectif. Sylvia a le parcours inverse de sa mère, c'est-à-dire qu'elle épouse d'abord, je crois, un Italien, en bonne famille, etc. Elle s'inscrit vraiment dans la famille, la tradition familiale, et puis finalement, un peu plus tard, elle s'éprend d'un jeune Polonais qui n'est pas grand-chose sur le rocher, je sais pas, vaguement chauffeur peut-être, un peu serveur. Et Sylvia, c'est quelqu'un d'extrêmement discret, écrasé par sa mère, écrasé par son frère qui, lui, est fils d'un notable, alors qu'elle, elle est un peu roturière sur les bords, et c'est quelqu'un d'absolument gentil, adorable, et amoureuse de ce Polonais qui refait en fait à l'envers le parcours de sa maman. Avec Wojciech Janowski, Sylvia aura un deuxième enfant. C'est lui qui élèvera aussi sa première fille. À l'exception de leurs activités mondaines et caritatives, on ne sait pas grand-chose d'eux. En couple depuis 28 ans, ils forment à Monaco un tandem influent mais discret et sont toujours très amoureux. Konstantin Kulikowski est le meilleur ami de Wojciech Janowski. C'est quelqu'un que je connaissais bien, qui est venu ici, là, on a mangé ensemble avec la famille. Il est venu au baptême de ma petite fille, donc je suis venu chez eux. Et quel rapport il avait avec sa concubine, Sylvia? Formidable, formidable. Il l'aimait beaucoup pendant qu'elle était malade, donc il s'occupait tout le jour d'elle. Il allait avec elle à l'hôpital, il me racontait, parce qu'elle avait un le cancer. sentiment d'un homme amoureux, quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est une personne extraordinaire. Elle était amoureuse de lui, c'est sûr. Et il était très gentil avec elle, donc chaque fois qu'on jouait ensemble, très gentil.
Janowski et Sylvia semblent être un couple au-dessus de tout soupçon. Alors, comment se sont-ils retrouvés en garde à vue pour le meurtre d'Hélène Pastor? L'argent est une donnée importante de la compréhension de ce crime parce que on va apprendre que Hélène Pastor, la victime, donnait à ses 3 enfants à peu près l'équivalent de 500 000 € par mois pour vivre. Donc on peut comprendre que si la source se tarit, la famille Janowski ne va pas avoir le même train de vie et que sur l'année simplement qui a précédé les faits, M. Janowski et Sylvia Pastor ont dépensé 8,4 millions d'euros. Le lendemain de l'interpellation, le procureur de la République de Marseille donne une conférence de presse. Les médias du monde entier sont littéralement suspendus à ses lèvres. Des flux financiers suspects ont été repérés sur les comptes bancaires de M. Janowski, qui méritent des explications. Mais également des liens sont apparus avec 2 individus que je peux qualifier d'intermédiaires et qui ont été en relation directe avec les 2 suspects, ce qui a justifié amplement la décision des magistrats instructeurs de le placer en garde à vue. L'alibi de Sylvia est imparable. Le jour où en fait Hélène est agressée, Sylvia aurait dû être avec elle dans la voiture, elle allait annuler à la dernière seconde parce que sa fille l'a appelée pour lui demander d'aller la chercher à l'école où il y avait une réunion scolaire ou quelque chose comme ça. Mais le père de ses enfants, Janowski, est lui dans une position plus délicate. Monaco et son lustre sont déjà bien loin. Sans transition aucune, il est passé donc d'un appartement luxueux de Monaco à une cellule miteuse, sale, d'un commissariat, une cellule de garde à vue. Ouais. C'est très difficile pour quelqu'un qui vit dans le luxe depuis des années, pendant 4 jours, pas se laver, pas se raser, pas se changer, à manger des choses pas très appétissantes, ça affaiblit énormément. Le but étant aussi de l'affaiblir, de le placer dans des conditions difficiles pour essayer de le rendre vulnérable et obtenir des aveux. Et le jeudi 26 juin, le consul de Pologne à Monaco finit par avouer. Oui, il a commandité le meurtre de sa belle-mère. Dès sa 6e audition en garde à vue, il passe des aveux qu'on peut qualifier, à défaut d'être complets, on peut dire qu'ils sont relativement circonstanciés, où il va expliquer 2 choses qui vont, à mon avis, constituer un peu le mobile de cette affaire. Pour moi, la PJ a parlé d'un mobile qui serait l'argent, la captation de l'héritage de la famille Pastor. Je pense qu'au-delà, il y a quand même un mobile psychologique qui est que M. Janowski va expliquer qu'il ne supportait plus de voir sa femme sous le joug de sa belle-mère. Donc, et il va dire dans sa 6e audition en garde à vue qu'il lui fallait résoudre le problème. Avec ses aveux, le scénario de l'accusation est bouclé. Wojciech Janowski a commandité le meurtre de sa belle-mère. Il en a confié l'organisation à son coach sportif, son masseur depuis 12 ans, un certain Pascal Dauriac, également inconnu de la justice, et lui aussi passé aux aveux. Il massait à peu près toute la famille Pastor, ce qui leur a donné des frissons. Pascal Dauriac indique que Janowski nourrissait le projet d'assassiner Hélène Pastor depuis plusieurs années, car il se sentait rejeté par la famille. Hélène le rejetait vraiment. Enfin, en tout cas, moi, les informations que j'ai eues, c'est qu'effectivement, elle se méfiait de lui, elle s'est toujours méfiée. Alors, je ne sais pas si ça l'a renvoyée à son histoire de Polonais et au lavage de cerveau qu'elle avait subi dans sa famille. Le gendre, quant à lui, donne une autre raison. Le mobile de ces faits, selon M. Dauriac, serait la cupidité, mais il indique que Janowski avait ce projet d'assassiner Mme Hélène Pastor depuis longtemps, car il se sentait rejeté par le reste de la famille Pastor en général et par Hélène Pastor en particulier. Pour M. Janowski, quant à lui, il affirme qu'il a fait cela pour, dit-il, faire cesser les souffrances de Sylvia Pastor, souffrances que sa mère lui aurait infligées. Réentendue librement, Mme Sylvia Pastor conteste entièrement cette affirmation. Alors on peut s'interroger, ce que font les enquêteurs et les juges d'instruction, sur le véritable mobile de M. Janowski, qui pourrait être, selon nous, la volonté de mettre la main sur l'héritage de Mme Sylvia Pastor. Mais alors, pourquoi avoir abattu le chauffeur de la milliardaire? D'après le coach sportif, le gendre voulait la mort de Mohamed Darwish pour brouiller les cartes et faire croire à une agression contre lui. Son mobile revient à dire que
le crime qu'il aurait commis, qu'il aurait commandité, bien qu'il s'en défende, mais il s'en défend tout en nous expliquant les raisons du crime qu'on lui reproche d'avoir commandité. Donc là, il faudra qu'un jour il choisisse. C'est un crime passionnel. J'ai jamais vu un crime passionnel avec une victime collatérale qu'on a tuée par diversion. Hein, le mari tue sa femme parce que la femme l'a trompé. Il ne va pas en plus tuer une deuxième personne pour faire diversion. Donc ça ne colle pas avec son mobile de crime passionnel, le mobile du crime de Mohamed Darwish. Ça colle pas. Le lendemain de ses aveux, Janowski quitte la police judiciaire de Nice à 9h45 pour rallier Marseille afin d'y être mis en examen. Avec Pascal Dauriac, il fait partie d'un cortège de 7 personnes, toutes suspectées d'avoir participé au meurtre d'Hélène Pastor. Sylvia Pastor, la compagne de Janowski, fait uniquement savoir qu'elle se sent trahie par son compagnon. Malgré une enquête éclair et exemplaire, le mystère reste entier. Janowski n'a aucun intérêt dans cette histoire puisqu'il n'hérite pas. Il n'y a pas d'intérêt à utiliser des tueurs non professionnels parce que c'est idiot, parce qu'on va découvrir que c'est un assassinat tout de suite alors que l'intérêt serait en réalité de faire croire à un accident, par exemple. Et on a surtout les moyens, à ce niveau de fortune, de se payer un vrai tueur. Authentique, quelqu'un qui va monter un vrai coup. Cet assassinat est totalement incompréhensible. Il n'a pas de sens. Qui est ce Wojciech Janowski? Il y a une trentaine d'années, ce pote s'installe sur le rocher, séduit par les perspectives de business, évidemment, qu'offre la petite principauté. Il rencontre alors Sylvia Pastor, la fille d'Hélène, avec qui il a une fille et dont il va partager la vie pendant 28 ans sans l'épouser, car les Pastor s'y opposent, semble-t-il. Ce père de famille de 64 ans mène donc une vie d'apparence réglée, tranquille, se présentant parfois comme un porteur d'affaires ou comme conseiller d'une compagnie pétrolière canadienne. Il occupe aussi le poste de consul honoraire de Pologne à Monaco. Dernièrement, il s'était aussi lancé dans un business d'énergie nouvelle avec un succès, ma foi, mitigé. Quelques semaines après le décès d'Hélène Pastor, son gendre est désigné comme le coupable numéro 1 et jeté en pâture aux médias du monde entier, sans beaucoup de respect de la présomption d'innocence. Ces 2 femmes, je les aime. Tels sont les mots qui sortent de la bouche de Janowski à Monaco quand il parle de Sylvia et d'Hélène Pastor, respectivement sa femme et sa belle-mère. Les actes suivent les paroles, car les monégasques témoignent tous de sa gentillesse et de sa prévenance envers elle. C'était à la fois un type qui pouvait avoir un espèce de côté féminin extrêmement mondain, charmant, adorable, aimant briller en société, donc un peu parvenu. Et puis à la fois quelqu'un qui prenait la mouche assez facilement dès qu'on le contredisait et qui pouvait se montrer à ce moment-là, sortir un côté un peu violent et un peu désagréable. Il n'aimait pas tellement être contrarié ou qu'on lui dise le contraire. Par ailleurs, le consul mène un train de vie de milliardaire. Sa compagne lui reverse la majorité de sa rente annuelle de 6 millions d'euros. Il était donc à l'abri de tout besoin. Pourquoi serait-il donc allé tuer sa belle-mère au risque de tout perdre? Wojciech Janowski était-il un gendre mythomane, coureur de dot, un homme qui aurait berné son monde pendant près de 30 ans? Maître Campana est l'un des 2 avocats de Janowski. Est-ce qu'on peut dire que le crime dont on l'accuse lui profite? Moi, je ne pense pas du tout. C'est un homme qui avait une vie des plus confortables. Quelqu'un qui voyait son compte commun avec Madame Ratowski crédité mensuellement et chaque début de mois, il n'y avait jamais un jour de retard, la somme de 500 000 euros. Ça fait rêver, ça. Ça fait rêver. Enfin, c'est une somme plus que confortable. Comment Janowski a-t-il réussi à se faire accepter par le clan Pastor? Il est né et a grandi en Pologne. À 21 ans, il fuit seul le communisme et s'installe à Londres. Janowski prétendra toute sa vie être diplômé de Cambridge. Dans les années 80, il est embauché par une société de casino. C'est à cette époque qu'il rencontre la fille d'Hélène Pastor, alors qu'il est encore marié à sa première femme, une Française. Maître Giudicelli est l'autre avocat de Janowski. Ça a été une belle histoire d'amour, hein, Sylvia. Ils se sont rencontrés. Il a, lui, quitté sa compagne. À l'époque, il se prénommait également Sylvia.
M. Janowski me disait que lorsqu'il l'a connue, il ne connaissait absolument pas ses origines, puisqu'elle préférait Sylvia comme patronyme, là, ce patronyme polonais au patronyme Pastor. Donc lorsque M. Janowski rencontre Sylvia, il ignore tout et elle lui apprend à un moment donné qu'elle est effectivement la fille d'Hélène Pastor, etc. Janowski se met en ménage avec Sylvia. Il élève la première fille de sa compagne comme un père. Puis le couple donne naissance à une deuxième fille, qui passait les épreuves du bac au moment de l'arrestation des parents. Mais Sylvia n'accorde pas sa main au père de ses enfants. Hélène, sa mère, s'y oppose. Effectivement, elle se méfiait de lui, elle s'est toujours méfiée. Alors peut-être qu'elle percevait cette espèce d'aspect double, c'est-à-dire à la fois pouvant être hyper doux, adorable et attendrissant presque, et puis se retourner comme un serpent. Et puis peut-être qu'elle savait aussi la réalité de ce qu'il était. Sur le plan professionnel, Janowski passe à tort pour un entrepreneur accompli. Il dirige plusieurs entreprises implantées à Monaco dans les domaines de la nanotechnologie, des énergies renouvelables ou des produits pétroliers. Il assume aussi la présidence de la Hudson Oil Corporation, une société canadienne qui s'occupe de raffinage en Pologne, où il se rend régulièrement en jet privé. En juin 2007, il est accrédité consul honoraire de Pologne à Monaco, une charge purement honorifique. Et enfin, comme tout bon milliardaire monégasque qui se respecte, il donne dans le caritatif. Le père Rodziek est un curé polonais qui fréquentait M. Janowski. M. Janowski, il avait bref un bon cœur. Souvent, il se dépêchait pour aider les familles qui avaient besoin, qui avaient les problèmes matériels, qui cherchaient de survivre. Donc, souvent, il était prêt pour aider. Wojciech Janowski n'hésitait pas à secourir ses compatriotes en difficulté. Son image est donc aux antipodes de l'assassin calculateur. Est-ce qu'il souffrait d'un manque de reconnaissance? Je ne sais pas, mais il me parlait, il me faisait comprendre qu'il gagnait beaucoup d'argent. Donc je comprenais que 100 000 euros, c'était rien pour lui. Parce qu'il voyageait, lorsqu'il m'invitait, c'est toujours soit à Hermitage, soit à Café de Paris, donc, que je ne fréquente pas personnellement, comme c'est moi qui dois payer, c'est lui qui paye. Pas des petites adresses? Non, ce n'est pas des petites adresses. Il avait toujours les vêtements de luxe, les chaussures de luxe, etc. Il était très élégant, ouais. Mais manque de reconnaissance, je ne sais pas. Je connaissais uniquement ses côtés Janowski sympathique, Janowski généreux, Janowski, on pouvait demander. Je savais que je pouvais demander pour aider quelqu'un. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit, il y a une femme qui était battue, il faut aider, les enfants abandonnés, il a pris en charge, il a envoyé le chocolat à Noël. Alors, Orphelinat de Nice, il a envoyé, je ne sais pas, 30 kilos de chocolat pour tous les enfants parce qu'il y avait 2 petits Polonais là-bas. La vie rêvée de Janowski aura duré jusqu'à la dernière minute avant la tragédie. La veille de la fusillade, dont seront victimes Hélène Pastor et Mohamed Darwish, la famille a pas réuni en public. À l'occasion de la fête nationale polonaise, le gendre de la milliardaire organise une réception à Monaco, comme chaque année. M. Janowski, il a pris la parole, il a lu un exposé. Il était tout à fait dans son état habituel. Il était souriant. On n'a pas remarqué de nervosité ou bien de quelque chose. Pas du tout. Absolument pas. La veille de l'assassinat de sa belle-mère et du chauffeur de la belle-mère, oui. Janowski est là comme si de rien n'était. Absolument. Il a fait son discours. Il parlait à tout le monde. Il discutait avec tout le monde. Il serrait la main. Il se prenait en photo. Tout le monde il était très agréable, comme d'habitude. Et j'étais le dernier à lui dire au revoir. Cette photo sera donc la dernière de Janowski avant le drame. Quelques heures plus tard, le contrat sur la tête d'Hélène Pastor sera honoré et 2 personnes seront abattues. Si Janowski est bien le commanditaire du meurtre, alors il sait donner le change, mieux qu'un acteur chevronné. Il n'y a aucun mobile. Quel est le mobile? Pourquoi aller tuer sa belle-mère? Parce qu'elle serait en difficulté relationnelle avec sa fille. Ça fait 28 ans qu'il habite avec elle. Il aurait attendu l'âge de 64 ans pour aller dans des conditions, je dirais, grotesques,
pour un homme de sa stature, aller chercher un homme qui était son coach sportif, qui est un agneau, le transformer en loup-garou, et ce même loup-garou serait allé ensuite chercher des individus malveillants à Marseille, prêts à tout faire pour tuer quelqu'un. Moi, je ne crois pas une seconde. Enfin, pour moi, ça ne peut pas tenir la route. Ce coach sportif, c'est Pascal Dauriac, 46 ans. Depuis 12 ans, il est au service de Sylvia Pastor et de son concubin polonais. Il est présenté par le procureur de la République comme l'organisateur du crime. Ce quadragénaire est pourtant lui aussi inconnu de la justice et son profil cadre mal avec un tel meurtre. Comment s'est-il retrouvé impliqué dans une affaire aussi sombre ? Encore un bien étrange personnage, Pascal Dauriac. Lui non plus ne connaît rien au monde du banditisme. Mais il sait que c'est ici, dans les cités nord de Marseille, qu'il pourra éventuellement recruter des hommes de main. De fil en aiguille, d'intermédiaire en relais, il va monter une équipe tant bien que mal. C'est lui qui va construire la chaîne criminelle qui relie Monaco aux ghettos les plus chauds de Marseille, comme ici, à la cité des Cèdres. Voici la genèse d'un assassinat. Pascal Dauriac, qui est coach sportif. En réalité, il est le chef de la logistique, il est aussi le véritable organisateur de ce crime. Il a tout reconnu. Comment cet homme sans antécédent judiciaire va-t-il s'y prendre pour honorer son contrat sur la tête de la milliardaire du Rocher? Quelle est sa part d'initiative dans le meurtre d'Hélène Pastor? L'argent rend fou. 90% des meurtres sont motivés par l'argent ou le cul. Voilà, là c'est l'argent évidemment. Est-ce que Dauriac n'a pas été aussi formaté, déformé, en vivant avec son petit salaire? Est-ce qu'il ne s'est pas senti lui aussi pousser des ailes et devenir fou par rapport à ce que potentiellement il pouvait acquérir? Depuis la fin des années 90, ce Montpelliérain est expatrié sur la Côte d'Azur. Il propose de la remise en forme à domicile à une clientèle aisée d'hommes d'affaires, de cadres ou de retraités. L'homme gagne 2500 € par mois, mais ses comptes bancaires sont étrangement à découvert. Aurait-il cédé aux sirènes d'une vie meilleure? Nice Matin l'avait rencontré en 2001, à l'époque sous l'angle de du créneau professionnel qu'il avait emprunté, c'est-à-dire celui de la remise en forme, du coaching sportif. Donc en 2001, il nous explique que ça fait 4 ans qu'il fait ça, qu'il était la première société du genre implantée, déclarée en région PACA. Sa clientèle, c'est des acteurs, des chanteurs, une clientèle assez aisée. Il explique notamment dans cette interview qu'il donne à l'époque à Nice Matin, je vais dans des baraques incroyables où j'ai beaucoup d'amis, je fais presque partie de la famille, je suis extrêmement sollicité. C'est à cette époque que Pascal Dauriac se met au service des Pastor. Au moment du meurtre d'Hélène, il est presque devenu un membre de la famille. En tout cas pour Janowski. D'après ses déclarations en garde à vue, le consul polonais confie au coach sportif ses difficultés relationnelles avec sa belle-mère, Hélène. Il va raconter qu'il a parlé à Pascal Dauriac. Pascal Dauriac, c'est son coach. C'est son coach depuis 15 ans. C'est quelqu'un qui est relativement proche de lui. C'est quelqu'un qui fait quasiment partie de la famille. C'est quelqu'un qui est dans la confidence. Et d'ailleurs, il n'en parle pas la veille. Il va reconnaître qu'il en a parlé à plusieurs reprises, pendant plusieurs semaines à M. Dauriac, et qu'il a parfaitement compris ce qu'il demandait de lui. Il fonctionne comme quelque chose du genre. Débarrassez-moi de ça. Ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui, à ce moment-là, va essayer de monter quelque chose dans la mesure de ses moyens en se disant « je vais récupérer ça ». C'est ça le schéma de la justice. Dauriac entend débarrassement, on lui file des sous, on lui file pas des sous, on lui donne après, peu importe. Et avec ça, il va monter un coup sans qu'aucun ordre n'ait été donné de manière claire. Et ce n'est qu'après qu'en quelque sorte, il dit « mais je l'ai fait pour votre compte ». C'est Mitterrand et le Rainbow Warrior, si vous voulez. Alors que va faire Dauriac? Dauriac, évidemment, il peut difficilement agir tout seul, c'est pas son monde, c'est pas son univers. Donc il va prendre contact avec son beau-frère qui est marseillais, Abdelkader Belketir, qui lui a un certain nombre d'entrées à Marseille, mais essentiellement dans les cités marseillaises. En janvier 2014, Pascal Dauriac fait appel à son beau-frère pour l'aider à résoudre une soi-disant querelle avec des voyous. Mais Abdelkader Belketir, lui non plus, n'est pas un criminel.
Cet électricien au casier judiciaire vierge est décrit comme un bon père de famille. Belkatir a grandi dans un foyer de la DAS. De cette époque date son amitié avec un Comorien, qui connaît, lui, la délinquance. Ali Ramadi, ou celui qui deviendra le guetteur présumé dans le meurtre de la Monégasque. Belkatir propose donc à son beau-frère, Doriak, de lui présenter son vieil ami, Hamadi. Il va d'abord rencontrer Doriak à Marseille dans le cadre d'un café où il découvre un autre monde. Simplement, il est impressionné. Il est impressionné parce qu'il voit quelqu'un qui n'est pas de son monde, bien qu'il vit avec la sœur de son ami Belkatir. Mais ce n'est pas son monde. Il a des étoiles dans les yeux quand on peut lui dire il y aura la possibilité de quitter les difficultés, la pauvreté marseillaise. Ali Ramadi, qui sera l'un des 2 hommes présents lors de la fusillade, n'est pas non plus un criminel patenté. À 31 ans, il est père de 2 enfants, vit en couple et gère un petit commerce à Marseille. Mais par le passé, il a commis plusieurs braquages. En 2003, il a ainsi écopé de 4 ans de prison ferme. Depuis, il avait tourné la page de la délinquance. Il va y avoir cette proposition alléchante. Et il va avancer dans ce dossier, je dirais, à visage découvert, mais surtout à l'aveugle. C'est-à-dire que ce côté incroyable de Hamadi, c'est moi, je mets un point d'honneur, c'est que je ne tirerai pas. Je ne veux pas être celui qui tire. Le 29 avril, Hamadi présente celui qui sera le tireur à Doriak. Il s'agit d'un certain Salim Youssouf, gendarme adjoint volontaire à Lançon. Encore un protagoniste qui n'a aucune expérience dans la criminalité. Ce jour-là, les 3 hommes se rendent à Nice pour repérer les lieux du crime dont la date est fixée au 6 mai. Et pourtant, le 5 mai au soir, pendant qu'à Monaco, Janowski reçoit tout le gratin, le tireur se désiste. Le contrat sur la tête d'Hélène Pastor est signé. Ce n'est plus qu'une question de jours avant que la fine équipe ne la tue. Mais le plan va subir un premier accroc. Le tireur Salim Youssouf, celui qui est censé appuyer sur la gâchette, se dégonfle. Jusqu'au bout, les autres vont tenter de le convaincre. Sans succès. Le gendarme volontaire se désiste. Il accepte toutefois de fournir les cartouches contre 2 500 €. Une somme qui achète aussi son silence. Selon ses dires, il essaye de dissuader Hamadi, celui qui sera le guetteur, de se lancer dans cette entreprise criminelle. Mais celui-ci a envie de le faire, il persiste. Alors il faut trouver un autre sicaire, un autre tueur à gages, d'urgence. D'autant que Gildo, le fils qu'Hélène Pastor vient visiter quotidiennement à l'hôpital, pourrait regagner son domicile très prochainement. La bande criminelle commence à perdre le contrôle de la situation. Le 5 mai au soir, la veille de son exécution, Hélène Pastor assiste à une fête donnée par son gendre, Janowski, son futur assassin présumé. Pendant ce temps-là, dans les quartiers nord de Marseille, Ali Ramadi, le guetteur présumé, cherche celui qui appuiera sur la gâchette pour tuer la richissime monégasque. Pour trouver le tireur remplaçant, Hamadi fait appel à un énième intermédiaire, aujourd'hui écroué comme tous les protagonistes de l'affaire. C'est un certain Omer Lehoré qui va aider à recruter le meurtrier. Maître Hospital est l'avocat de Lehoré. C'est quelqu'un d'une origine extrêmement modeste, d'origine ivoirienne. Ce sont des chrétiens ivoiriens, très pratiquants d'ailleurs. Une famille extrêmement honorable, une sœur par exemple qui est à l'université, enfin des gens très paisibles et très calmes. Je le dis d'autant plus sereinement que je les connais bien, donc ce sont des gens qui n'ont ni de près ni de loin de rapport avec la petite, moyenne ou grande délinquance. Hamadi avait besoin de personnes qui devaient faire un coup. Mais le coup, il ne savait pas ce que c'était. Encore un maillon de la chaîne criminelle qui s'improvise voyou. Il a expliqué que cette prise de contact entre les uns et les autres, effective, dans son esprit, n'avait jamais eu pour objet ce double assassinat. C'est-à-dire qu'en clair, il ne savait pas ce qu'il allait se faire. En pleine nuit, quelques heures avant le crime, un nouveau tireur est recruté en catastrophe. Qui est celui qui va se salir les mains pour le Polonais milliardaire de Monaco? Il s'agit d'un Comorien de 24 ans, du nom de Samid Saïd Ahmed, déjà condamné pour trafic de stupéfiants. C'est le dernier maillon de la chaîne criminelle et lui non plus n'a pas la carrure d'un brigand.
Laurent Gaudon a été le premier avocat du jeune Saïd Ahmed, injustement poursuivi par la justice pour un délit qu'il n'avait pas commis. À l'époque, lorsque j'ai défendu Saïd Ahmed, rien ne pouvait laisser penser que Saïd deviendrait ce monstre. Il était gentil, il avait une famille qui était soudée, qui était derrière lui, qui était travailleuse. Lui-même faisait une formation d'apprenti maçon, donc un jeune qui devait bien finir. On avait lancé au tribunal, à l'intention du tribunal et du juge liberté, que si on maintenait cette erreur judiciaire qui était en train de se commettre, on allait créer chez ces jeunes un décrochage, mais un décrochage républicain, j'entends. C'est-à-dire une répulsion de l'autorité, de la loi, de la justice, etc. Et qu'on risquait d'en faire des monstres. On ne pensait pas vraiment. On était loin de l'imaginer. Et malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Hamadi fera le guetteur et donnera le feu vert à Saïd Ahmed pour tirer sur Hélène Pastor et son chauffeur. Pour leur premier meurtre, les deux jeunes hommes vont s'attaquer à une cible de taille. Je pense qu'on leur a dit, voilà, il y a une dame, là, la voiture, elle sortira à tel endroit, à telle heure, et puis allez-y, ou tuez aussi le chauffeur, parce que comme ça fera bonne mesure. Mais voilà, mais je suis même pas sûr qu'ils aient su qui ils avaient tué, et pourquoi, et pour qui, et voilà. Comme tous les autres protagonistes de l'affaire, guetteur, intermédiaire, organisateur ou commanditaire, le tireur voit son rôle révélé par le procureur de la République de Marseille devant les médias du monde entier. Je vais vous donner la liste des déférés. Monsieur Wojciech Janowski, en qualité de commanditaire, on reviendra un peu plus tard sur son rôle précisément. Monsieur Saïd Ahmed, dont je vous avais parlé mardi en qualité de suspect, il est maintenant identifié en qualité de tireur. Et il a refusé totalement de s'expliquer durant sa garde à vue. Un autre aspect qui fait de ce double meurtre une affaire exceptionnelle. En donnant les noms des suspects, l'accusation a foulé aux pieds la présomption d'innocence. Je n'avais absolument aucun élément qui me permette de savoir ou de deviner que l'on reprochait à mon client un rôle aussi important, et quelle ne fut pas ma surprise quand je vous dis, j'ai été contacté par un proche qui m'a dit qu'il y avait sur toutes les chaînes d'information des éléments extrêmement précis avec le nom de mon client qui indiquait que du côté de l'accusation, on le présentait comme étant le tireur présumé dans cette affaire. J'allais dire que les bras m'en sont tombés. Dans sa totalité, le contrat pour l'assassinat d'Hélène Pastor serait estimé à 250 000 €. Janowski aurait versé 200 000 € à son coach et lui aurait fait en outre des cadeaux comme une voiture ou des voyages à l'étranger pour une valeur de 50 000 €. 200 000 €, normalement, vous pouvez vous payer un tueur que vous pouvez même faire venir du Mexique, à ce prix-là. Non, mais je veux dire, bon. Donc là, malheureusement pour lui, comme il passe par un certain nombre d'intermédiaires, évidemment qui sont gourmands, puisqu'ils ne sont pas issus de la criminalité, ils sont juste là pour gagner de l'argent et ils cèdent à la tentation. Chacun, visiblement, ponctionne sur l'enveloppe de départ, et puis à la fin, évidemment, ils vont devoir, vu qu'ils veulent marger le plus possible, gagner le plus possible d'argent chacun, chaque maillon de la chaîne, à la fin, comme il reste plus grand-chose à donner, je crois qu'on parle de 40 000, 50 000 € pour les tueurs, voilà, vous n'allez pas forcément trouver la crème. Le coach aurait ainsi ensuite réparti ces 200 000 € à l'ensemble des intervenants, chaque intermédiaire prenant sa dîme au passage. Pascal Dauriac aurait ainsi gardé pour lui 50 000 €, dont 25 000 ont été retrouvés chez sa mère lors d'une perquisition. Quant au guetteur présumé, Ali Ramadi, il aurait reçu 30 000 €, dont 10 000 ont été retrouvés à son domicile. En bout de chaîne, le tireur présumé Saïd Ahmed aurait touché 10 000 €. On peut simplement comprendre le cheminement des criminels. On peut comprendre que des gens qui ne reçoivent quasiment aucune éducation, qui sont élevés dans la rue, qui baignent depuis leur plus jeune âge dans la violence pour eux devient la norme. Les armes pour eux deviennent une autre norme. Donc forcément, moi non plus je ne les disculpe pas, j'approuve évidemment pas, mais on peut évidemment comprendre et expliquer comment des jeunes de cité en arrivent pour une somme ridicule à tuer n'importe qui. Ouais. Un milliardaire haineux. Des hommes presque ordinaires qui cèdent à l'appel de l'argent. Et des petits voyous, sicaires improvisés. Voilà l'équipe de pieds nickelés qui va attenter à la vie de la femme la plus riche de Monaco.
de 6 semaines d'enquête, le puzzle semble reconstitué. Les aveux qu'ils ont recueillis de la plupart des suspects ont conforté toutes les preuves matérielles. À entendre le procureur, l'affaire est réglée, les suspects identifiés. Il ne s'attendait évidemment pas au nouveau coup de Janowski. À en croire les déclarations du procureur de la République, le scénario de l'accusation est plié. Mais les choses vont s'avérer bien plus complexes. Pour commencer, ce premier coup de théâtre. Le 2 juillet 2014, 4 jours après sa mise en examen, Janowski revient sur ses aveux. Je ne reconnais pas être commanditaire et je n'ai jamais voulu attenter à la vie de ma belle-mère. Mais alors pourquoi le gendre d'Hélène Pastor a-t-il d'abord avoué le meurtre? Il nous m'a expliqué la garde à vue. Hein. Votre Sylvia est à côté, il vaudrait mieux que vous disiez ça, etc. Sinon, ce soir, elle part en prison. C'est un grand classique. Et quand vous apprenez que, quelques temps plus tard, que Janowski est soupçonné et qu'après il a passé des aveux, comment vous réagissez? Je me suis dit, c'est quelque chose de terrible. Lui, il vous dit que c'est pas lui, en tout cas. Lui, il m'a dit, lorsque j'ai vu la maison d'arrêt à Baumette, donc il y a 3 semaines, il jurait que c'est pas lui, il a avoué. Je dis, mais pourquoi tu as avoué? Il dit, j'ai fait ça parce que je voulais pas que Sylvia reste en garde à vue, parce que j'ai appris qu'elle était en garde à vue. Donc je prie sur moi qu'elle soit libérée, parce qu'ils l'ont arrêtée, la police arrêtait aussi Madame Janowski. Les enquêteurs ont-ils vraiment menacé Janowski d'enfermer sa compagne s'il n'avouait pas? En tout état de cause, les conditions de la garde à vue sont sous le feu des critiques de la défense. Le suspect polonais aurait notamment dû être épaulé par un interprète. Alors c'est vrai qu'il a reconnu les faits devant les services de police. Or, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu ce qu'on peut imaginer, mais il y a eu une forte pression. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est quand on lit les questions qui ont été posées à M. Janowski, du style « Monsieur, vous êtes un menteur », du style « Monsieur, vous n'êtes plus au pays imaginaire de Disney, de Monaco ». Monsieur, si vous continuez dans cette voie, il va falloir que nous vous confrontons avec votre épouse qui restera en garde à vue. Monsieur, on ne croit pas un mot de tout ce que vous dites. Eh bien, dans la tête d'un homme qui se trouve livré à lui-même pendant 4 jours en garde à vue, la garde à vue, c'est pas un salon de thé, Carl Zéro. C'est pas un salon de thé, la garde à vue. La garde à vue, on doit avoir des garanties et ces garanties n'ont pas été accordées. Quand vous me dites qu'il ne comprenait pas bien ce qu'on lui disait, c'est pas un peu énorme? C'est quand même pas un pickpocket roumain qu'on vient d'arrêter. Il vit là depuis je sais pas combien d'années. Il fréquente la haute, comme on dit. Ça va, il sait parler français, quoi. Cet homme, qui est d'origine polonaise, d'accord, qui n'a jamais fait d'études de français, il comprend le français, mais il comprend le français courant. Quand vous lui employez des termes techniques, dont je suis certain que même des Français de souche ne connaissent pas le terme et la signification, ben, il peut se tromper. Le commanditaire, commander, demander, il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, si vous parlez avec lui, venez, on va boire un verre, venez, on va dîner au restaurant, bonjour madame, il parle parfaitement, voilà. Mais il parle parfaitement en français, comme peut-être vous parlez l'anglais, mais si vous êtes en garde à vue en Angleterre et qu'on vous emploie des termes juridiques ou des termes très techniques, peut-être que vous allez passer à côté de la plaque. La défense du suspect numéro 1 a demandé l'annulation de la garde à vue. S'ils obtiennent gain de cause, les aveux de Janowski disparaîtront du dossier. Quels sont alors les éléments à charge qui pèsent encore sur le gendre d'Hélène Pastor? En premier lieu, ce sont ses finances qui ont attiré l'attention des enquêteurs. Malgré un train de vie faramineux et une rente de 500 000 € par mois, le commanditaire présumé semblait toujours courir après l'argent. Sur l'année passée, il a dépensé 8 400 000 € sans vouloir préciser à quelle fin. Par ailleurs, son compte afficherait un découvert de 700 000 €. Qu'est-ce qu'il s'en foutait, qu'il soit découvert ou pas? Est-ce que ça changeait la vie? Il pouvait passer sa vie à être découvert. Est-ce que ça changeait son mode de vie? Non. Il n'y avait aucune urgence. Hein. Même s'il avait été à découvert de 9 milliards d'euros, ça changeait quoi? Pourquoi M. Janowski, les enquêteurs ont trouvé la trace de beaucoup d'huissiers qui venaient lui porter des commandements de payer? Ou qui venaient lui délivrer les actes, etc., comme quoi il sera signé par des créanciers, etc., etc. Je veux dire, il n'y avait pas le feu au lac, passez-moi l'expression. L'accusation a avancé un second élément, la téléphonie.
Janowski aurait été en contact avec les protagonistes du meurtre. Mais en réalité, l'enquête n'a pu le relier qu'à Pascal Dauriac, son coach sportif, qu'il connaissait depuis plus de 10 ans. Cet élément n'est donc pas concluant. Si les personnes qui habitent sur Marseille, vous comprenez très bien, si elles disent « Écoutez, nous, on savait parfaitement, on agissait à la demande de M. Dauriac pour le compte d'un Polonais qui s'appelle Janowski, etc. » Écoutez, je ne serais pas là à vous dire que j'étais convaincu de l'innocence de M. Janowski. Mais il y a une parfaite étanchéité. Les exécutants n'ont jamais entendu parler de Janowski et Janowski n'a jamais entendu parler des exécutants. Celui qui fait le lien, c'est Dauriac. Il faut demander à Dauriac. Moi, je suis convaincu, pour l'instant, en l'état du dossier tel que je l'ai, que M. Janowski est innocent et que je pourrai le faire acquitter. Dauriac. C'est à lui que le gendre d'Hélène Pastor veut faire porter le chapeau. Sa responsabilité, il dira qu'il n'a jamais commandité au sens criminel. Il a dit à Pascal Dauriac, qui est son coach sportif depuis 15 ans, de résoudre le problème. Donc à mot couvert, Pascal Dauriac va comprendre qu'il faut supprimer Hélène Pastor. Mais M. Janowski va toujours contester l'avoir dit ouvertement. La défense pourrait même pousser les accusations contre Dauriac encore bien plus loin. Le coach serait à l'origine d'une sombre histoire de chantage. Pour comprendre, il faut fouiller le passé de la famille Pastor-Janowski. Maître, il semble que ce n'est pas la première fois que cette famille Pastor a quelques problèmes. Il y aurait eu une tentative d'enlèvement de l'enfant de Sylvia et de Janowski il y a quelques années. Je crois que vous êtes bien renseigné. Effectivement, à l'issue de cette tentative d'enlèvement, il y avait eu des gardes armés devant leur maison, il y avait eu donc un certain remue-ménage, et c'est quelque chose qui a marqué considérablement M. Janowski et Mme Ratowski. Alors, est-ce que cette tentative d'enlèvement a une incidence sur les faits? Moi, je le crois. M. Janowski, il dit, écoutez, peut-être qu'il a été au courant, puisque ça fait 13 ans qu'il est mon coach sportif, il est constamment à la maison, 9 fois par semaine, très régulièrement, il a entendu parler de ceci. Peut-être qu'il en a profité, nous on vivait un peu dans une psychose, et vous savez également, me dit M. Janowski, les ressortissants monégasques ont une peur bleue de sortir de leur rocher, et parce qu'ils savent que ce sont des proies faciles. Alors, est-ce que tout ceci n'a pas concouru au dessein criminel orchestré, à mon sens, par M. Dauriac? L'instruction nous le dira. En tout cas, je sais que le magistrat instructeur, qui fera bien les choses, demandera que ce dossier d'enlèvement ou de tentative d'enlèvement soit versé au dossier criminel actuel. Quel aurait été ce dessein criminel? Janowski n'hésite pas à se présenter comme une victime de son coach. Dauriac lui aurait soutiré de l'argent en échange de sa protection. Si le consul polonais ne payait pas, il lui faisait craindre des représailles. Monsieur Dauriac venait solliciter régulièrement Monsieur Janowski, qui était obligé de payer cette protection, puisque des témoins confirmeront que Monsieur Janowski était obligé de remettre régulièrement et périodiquement des enveloppes crates. Vous savez, ces enveloppes beiges, là, où il y a toujours à l'intérieur du sonnant et trébuchant. Il est difficile de présager de l'avenir d'une telle théorie, présentant Dauriac comme un maître chanteur. Et à ce jour, aucun lien n'est avéré avec la tentative d'enlèvement de la fille de Sylvia et Janowski au début des années 2000. Le duel Janowski-Dauriac ne fait que commencer, car le coach sportif est formel. Le consul lui aurait clairement demandé de supprimer Hélène Pastor. Pour tenter d'en savoir davantage sur ce singulier personnage qu'est Janowski et retrouver son histoire, des missions rogatoires internationales sont parties en Angleterre, à Monaco et à Dubaï, mais aussi en Pologne, son pays d'origine, où nous sommes allés à notre tour enquêter sur les affaires du gendre Pastor, ainsi que sur ses relations. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas connu comme étant particulièrement blanc comme neige. Assassin présumé d'Hélène Pastor, Janowski aurait-il deux visages? Car dorénavant, le businessman flambeur apprécié du tout Monaco ressemble à un mirage. Ses affaires en Pologne sont pour le moins suspectes. À force de vouloir briller, Janowski s'est brûlé les ailes.
En mai 2011, il achète une raffinerie dans le sud de la Pologne via sa société Hudson Oil. Or, il s'agirait d'une escroquerie caractérisée. Grzegorz Wojtaszek est le propriétaire lésé de la raffinerie. Wojciech Janowski devait me payer 30 millions de dollars en actions pour cette raffinerie. Mais en fait, il s'est très vite avéré que c'était une arnaque et que finalement, M. Janowski n'avait jamais eu l'argent et surtout qu'il n'avait jamais eu l'intention de me payer. En 2012, le tribunal de Cracovie donne tort à Janowski et annule la vente, le plongeant dans une situation financière délicate. Vous savez, M. Janowski devait faire quelque chose pour obtenir rapidement de l'argent, pour me payer en partie. Et surtout, pour étouffer cette affaire. Dans ces affaires polonaises, Janowski était associé avec un certain Wisław Strozik, un homme parfois qualifié de mafieux, mais jamais condamné par la justice. Il y a eu une rencontre avec Strozik. Une rencontre lors de laquelle il nous a dit qu'à la fin du mois de mai, ou au plus tard début juin, il aurait vraiment beaucoup d'argent. Les ouvriers peuvent témoigner de ces promesses. Je sais avec certitude qu'au moment de la tragédie, Strozik était à Monaco, chez Janowski. Soit fin mai, début juin, c'est-à-dire juste après le meurtre d'Hélène Pastor. Une information confirmée par la comptable de la société. Mes collègues de Hudson Oil avaient plusieurs mois de salaire impayés. Et il y a eu une réunion où nous avons abordé ce sujet et M. Strozik nous a dit que cet argent allait arriver, que M. Janowski allait le débloquer, que l'argent était en route. Au même instant, on a entendu à la radio que M. Janowski avait été arrêté. Pour Grzegorz Wojtaszek, le meurtre de la milliardaire est directement lié à l'affaire de la raffinerie. Janowski aurait fait face à un besoin pressant d'argent. Lui et son associé semblaient aux abois. Ils ont volé tout ce qu'ils ont pu dans la raffinerie. Le goudron, le mazout, l'huile et plein d'autres choses pour le revendre. Durant 6 mois, ils n'ont pas payé les ouvriers. Ils ne payaient pas non plus l'électricité. Bien sûr, ça aurait fini par se savoir. Ils devaient trouver de l'argent très vite. Et je pense que c'est la seule idée qui est venue à l'esprit de M. Janowski. Janowski n'aurait-il pas eu d'autre solution que de tuer sa belle-mère pour renflouer ses comptes? Pour rappel, il profitait déjà largement des 500 000 € mensuels, et ce depuis 28 ans. Je pense qu'il se servait de l'argent de sa femme pour mener ses affaires, pas forcément avec succès. Il semble qu'à un moment donné, Hélène Pastor a interrompu ses versements ou a demandé peut-être des justifications à sa fille sur un certain nombre de dépenses qu'elle faisait. Par ailleurs, malgré une vie mondaine trépidante, le consul de Pologne était un homme étrangement seul. Monsieur Kulikowski, est-ce que vous êtes le dernier ami de Monsieur Janowski? Ici en France? Bah oui. Oui, je pense. Mais c'est incroyable. Eh oui. Mais quelqu'un d'aussi riche, d'aussi opulent, on se dit, il devrait avoir des tas d'amis. Il n'y a plus que vous. Lui, il disait que j'étais son meilleur ami. Lui, c'était pas mon meilleur ami, non. Mais lui, il me disait que j'étais son meilleur ami à Monaco et en France. Donc je me suis dit, avec ma femme, c'est triste, un type qui a qu'un ami et c'est moi et je suis pas son ami. Et il aimait cette vie à Monaco, lui? Je pense pas. Je pense pas. Quoi, la Pologne lui manquait? Je pense. Il n'avait pas d'amis, j'ai l'impression. Qu'il n'avait pas d'amis à Monaco. Donc il est resté, pourtant ça faisait 28 ans qu'il était exilé. Oui. Il est resté toujours le petit Polonais, la pièce rapportée. Oui. Tous ces éléments ne sont accablants que pour le consul polonais qu'à une seule condition, à savoir son incapacité à raisonner. S'il a commandité le meurtre de sa belle-mère pour capter l'héritage, c'est qu'il a été incapable d'investir ou de mettre de côté les centaines de millions dont il profitait depuis presque 30 ans. Par ailleurs,
Une personne d'un tel statut social a-t-elle pu penser que l'héritage n'était qu'une question de formalité bancaire? Monsieur Janowski, on peut lui prêter beaucoup de mauvaises intentions. Mais il y en a une quand même qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est un homme intelligent. Monsieur Janowski, il est parfaitement conscient, même s'il ne connaît pas les procédures criminelles françaises, s'il ne connaît pas le droit pénal, s'il ne connaît pas le code de procédure pénale, il sait très bien qu'à partir du moment où il y a un meurtre et un crime de cette manière, tout va être gelé. Et tout est gelé. Donc, s'il avait vraiment eu le dessein de capter l'héritage, parce que c'est la thèse qui à un moment est avancée par le parquet, à l'issue des gardes à vue, capter l'héritage, mais je crois qu'il a tout fait faux. Aujourd'hui, le gendre déchu continue de clamer son innocence. Il demande sa remise en liberté en attendant la fin de l'enquête. Si elle lui est accordée, il sera hébergé chez le père Rosiek, à Nice. Où est passée Sylvia? Je suppose qu'elle est à Monaco, dans sa maison. Elle lui envoie des oranges, des petits courriers, elle vient au parloir? Je pense qu'ils n'ont plus aucune relation. Mais est-ce qu'il en souffre? Ah ben lui, il en souffre. Lui, il est fou amoureux de son épouse, enfin de sa compagne. Il dit qu'il espère justement démontrer son innocence pour pouvoir recoller les pots. Monsieur Janowski espère que dans les prochaines semaines, ou dans les prochains mois en tout cas, le contact sera renoué. Merci. Konstantin Kulikowski est le seul proche de Janowski qui lui a tendu la main. C'est même lui qui versait 200 € par mois pour son quotidien en prison, jusqu'à ce que la fille qu'il a eue avec Sylvia prenne le relais. Au bout du compte, ce crime n'a profité à personne. Aujourd'hui, le gendre d'Hélène Pastor reste le principal suspect dans le meurtre de la milliardaire monégasque. S'il est un jour condamné pour le meurtre d'Hélène Pastor, il pourra demander à purger sa peine dans la petite prison de Monaco, qui compte seulement 23 cellules, avec une vue sur mer absolument ébouriffante. Mais l'enquête se révèle plus complexe que le procureur ne l'avait laissé croire au départ. Cette investigation va suivre son cours et devrait réserver des surprises, tout comme le procès qui réunira dans le même box des accusés bien curieux. Un milliardaire au fait de la pyramide sociale et des déchus de l'existence, issus des cités nord de Marseille. Souhaitons en tout cas que la justice puisse remplir son rôle et aider les pastors à comprendre et à surmonter cette tragédie.